Après un week-end mouvementé, marqué par de nombreuses opérations et affrontements, et peut-être même par une extension du conflit, la situation semble s'être apaisée en Iran pour le moment. Israël et l'Iran ont tous deux déclaré en avoir fini avec cette phase actuelle. On verra bien ce qui se passera dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, on veut parler d'un point bien précis qui est devenu l'un des éléments centraux de cette guerre, et sans doute essentiel pour en sortir. Et il ne s'agit même pas de la question des avoirs gelés, ni de la levée des sanctions, ni même de la fin des blocus, aussi importants que soient ces sujets. En fait, il s'agit du Liban, et plus précisément du Hezbollah au Liban. Et cela semble être l'un des moments décisifs possibles de cette guerre. Nous allons essayer de comprendre exactement pourquoi. Et franchement, il n'y a personne de mieux pour en parler que Patrick Henningsen, qui est de retour avec nous dans l'émission. C'est un journaliste et analyste géopolitique, fondateur du site d'analyse d'actualité 21stcenturywire.com, animateur de l'émission Sunday Wire. Il a passé beaucoup de temps dans la région et la connaît vraiment de fond en comble. Patrick, bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est un plaisir d'être avec toi, Daniel. Bon, écoutez, regardons un peu les dernières nouvelles. Ça vient des médias israéliens, il y a tout juste quelques minutes. On y lit qu'Israël et l'Iran annoncent suspendre leurs attaques réciproques après des pressions de Trump. Je vais vous montrer ça dans un instant. Mais le sous-titre est presque aussi important que le reste, parce que les Israéliens précisent que les opérations de Tsahal contre le Hezbollah se poursuivent et que le Premier ministre Netanyahou doit tenir une réunion de sécurité ce soir. Donc, peut-être qu'il vaut mieux dire qu'il y a pour le moment un cessez-le-feu. Avant même d'entrer dans les détails, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? En fait, laissez-moi d'abord poser un peu le contexte. Ce matin, le président Trump, d'abord vers 5h30, a déclaré que Israël et l'Iran devaient immédiatement cesser de tirer. Puis environ 1 heure plus tard, il est revenu sur le sujet. D'après les médias israéliens, c'était après un appel téléphonique entre Trump et Netanyahou. Il a alors dit que les deux parties cherchaient à conclure un cessez-le-feu immédiat, que les négociations finales pour la paix avançaient. Et il a ajouté tout un tas de blabla après ça. Et puis, en fait, ils ont vraiment cessé le feu. Les médias israéliens ont ensuite indiqué qu'Israël prévoyait une nouvelle série de frappes contre l'Iran aujourd'hui, mais qu'à cause de la pression du président Trump, ils avaient décidé de ne pas le faire. Mais, comme vous venez de le voir dans les titres actuels, ça pourrait bien n'être qu'une situation temporaire. Vous pensez tous chaos? D'abord, il ne peut pas vraiment y avoir de cessez-le-feu quand on parle d'Israël. Au mieux, on obtient 24 heures, peut-être 48. Et pendant l'un des derniers cessez-le-feu, ils ont arrêté les frappes aériennes, mais ils ont continué les incursions au sol, posé des explosifs, détruit des infrastructures et des maisons libanaises. Et ils ont prétendu que ce n'était pas une violation du cessez-le-feu, puisqu'il n'y avait pas de frappe aérienne, pas de bombardement. Mais c'est ça, leur logique. Ils pensent avoir une domination totale sur le Liban, que c'est une extension de leur zone de sécurité et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je trouve d'ailleurs assez comique la façon dont le président tweet désespérément. C'est un peu embarrassant, mais ça montre bien que là, on a vraiment touché le fond. Oui, cette espèce de piètre excuse de politique étrangère que ce président mène depuis son iPhone, ou peu importe l'appareil qu'il utilise, à 2 heures du matin pour publier toutes ces déclarations absurdes. Il n'y a absolument plus aucune diplomatie du côté des États-Unis, et maintenant ça se voit, parce que tout est en train de s'effondrer. Et au bout du compte, c'est Israël qui va décider de ce qu'il veut faire. Il prendra ses décisions en fonction de ses propres intérêts, pas en fonction de ce que disent les États-Unis.
Il fera peut-être semblant d'écouter Trump pendant un petit moment, quelques jours peut-être, comme je l'ai dit, une courte période. Mais ça ne veut rien dire. De toute façon, il n'y a aucun cadre possible pour un cessez-le-feu. Parce qu'un cessez-le-feu est censé mener à un accord qui lui-même doit ensuite aboutir à un traité. Et ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne cette Maison-Blanche. Lui, en gros, tous les 2 jours ou toutes les semaines, il dit « Ah, j'ai un accord en préparation. On a un accord. Tout le monde veut un accord. Ils veulent un accord. Je leur parle. On est proche d'un accord. Ah, on a un accord. Ah non, l'accord est annulé. » Et la semaine suivante, c'est reparti. Ce n'est pas sérieux. Et maintenant, on voit bien que les États-Unis n'ont aucune idée ni aucune capacité pour démêler le chaos qu'ils ont créé avec les Israéliens dans la région. Et je ne parle pas seulement des 12 derniers mois. Franchement, je parle des 50 dernières années. Bon, regardons ça d'un peu plus près. En fait, je vais le faire en 2 parties. D'abord, le calcul de Trump, puisque vous venez de mentionner la politique étrangère et ce qu'il essaie de faire. Ensuite, dans la plus grande partie de l'émission, je voudrais parler de la question libanaise, parce que je ne pense pas que beaucoup de gens comprennent vraiment pourquoi c'est si important, à la fois pour Israël et pour l'Iran, et pourquoi c'est devenu, en quelque sorte, le point zéro. Mais commençons par l'état d'esprit de celui qui prend les décisions ici, aux États-Unis. Et d'abord, parlons du président Trump, à qui on a demandé hier dans une interview diffusée sur NBC News à quel point nous étions proches d'un accord. Où en sont exactement les discussions en ce moment? À quel point êtes-vous proche de conclure un accord? Est-ce qu'on parle de quelques jours, de quelques semaines ou de plusieurs mois, Monsieur le Président? Je pense qu'on est très proche d'un accord. Il reste juste quelques points. Et franchement, ce ne sont même pas de gros points. Ils ont reconnu qu'ils n'auraient pas d'armes nucléaires. On avait une clause qui disait qu'ils ne développeraient pas d'armes nucléaires. Et tout le monde était content, sauf moi. Alors j'ai dit, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe s'ils ne les développent pas, mais qu'ils vont en acheter, qu'ils en acquièrent? Je veux qu'on ajoute les mots acheter, acquérir, se procurer. Il faut que ce soit écrit aussi, parce que ce n'est pas la même chose que développer. Donc ils n'ont pas le droit de développer, ni d'acheter, ni d'acquérir, ni de se procurer des armes nucléaires. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce qu'il a dit. Je vais les prendre dans l'ordre. D'abord, il dit « Oui, on est tout près d'un accord. Il ne reste que 2 ou 3 points. Et ils n'ont même pas l'air si importants que ça. » Je ne suis pas sûr de quel point il parlait exactement, mais les 3 principaux que l'Iran a évoqués sont les suivants. D'abord, la libération immédiate de leurs avoirs gelés, 24 milliards de dollars pour être précis. Ensuite, la levée des sanctions sur leur secteur énergétique. Et enfin, la fin du blocus, avec la garantie qu'ils garderaient le contrôle du détroit d'Ormuz. Donc, si on a accepté 2 de ces 4 points, peut-être qu'on se rapproche d'un accord. Mais j'ai du mal à imaginer Trump accepter l'un quelconque de ces 4 éléments. Toi, comment tu vois ça? Eh bien, on parle d'un président qui, soi-disant, aurait une influence incroyable sur la scène intérieure, tellement forte qu'il arriverait à rallier non seulement les républicains, mais aussi la plupart des démocrates, surtout ceux financés par le lobby israélien, pour les faire marcher ensemble sur tout ce qui touche à la guerre. Cette illusion s'est un peu fissurée récemment, avec l'adoption de la résolution sur les pouvoirs de guerre à la Chambre, et auparavant au Sénat aussi. Mais ça pourrait encore se produire. Et qu'est-ce que ça montre? En réalité, ça montre qu'il est très faible comme président, parce qu'il est incapable de s'opposer au Lindsey Graham, au Tom Cotton et à tous ces autres faucons de Washington sur des sujets comme le dégel des avoirs iraniens ou la levée des sanctions.
Je veux dire, c'est comme si tout partait en vrille dès qu'on ose simplement en parler. Donc, c'est mort d'avance. Ça enterre complètement toute chance d'un soi-disant accord. Encore une fois, cet accord fantôme dont Trump aime parler, mais qui n'arrivera de toute façon jamais. Donc c'est pratiquement impossible. Il pourrait le faire s'il avait le courage de tenir tête à ces faucons de guerre financés par Israël, mais il ne l'a pas. Et pareil pour les lobbyistes, pour la presse. Il se laisse très facilement intimider sur le plan intérieur. Il fait semblant d'être dur, de détenir le pouvoir, mais en réalité il n'en a aucun. S'il avait un vrai pouvoir exécutif, il affronterait tous ces faucons et il dirait « on va débloquer les avoirs, on va parler avec les Iraniens, on va vraiment faire des concessions, parce que c'est nécessaire. » Mais ce président-là n'a pas ce genre de courage. Il s'effondre à chaque fois, comme une chaise pliante bon marché, dès qu'il subit un peu de pression de la part de gens comme Lindsey Graham. Donc je ne vois rien se passer de ce côté-là. Et puis il dit « Ah, je devais ajouter cette précision. » Tu sais, du genre, s'ils acquièrent une arme nucléaire ou s'ils en achètent une. Tu as oublié quelque chose, Donald. Et s'ils en louaient une arme nucléaire. Mets aussi ça dans les conditions générales. Il tourne en rond, il fait semblant de diriger le processus, mais il ne dirige rien du tout. C'est Tel Aviv qui mène la danse et qui fixe le rythme sur à peu près tous les fronts. Et en gros, il a été relégué à un rôle secondaire pour le moment, parce que les États-Unis n'ont plus aucune carte en main. Aucune. Comme je le disais, Daniel, si le président avait un peu plus de courage pour tenir tête au lobby israélien, oui, quelque chose pourrait se passer. Les États-Unis pourraient exercer une forte pression sur Israël d'ailleurs. Ils ont un levier énorme sur Israël. Mais il ne l'utilisera pas parce qu'il n'a pas le courage de le faire. Du coup, il se retrouve dans une situation terrible, les États-Unis, et à long terme, Israël aussi. Mais les États-Unis, eux, sont vraiment dans une très très mauvaise posture. Oui, c'est un piège qu'on s'est creusé nous-mêmes. Tu sais, c'est intéressant. Tu as mentionné la deuxième partie, celle où il parlait des armes et de leur acquisition, etc. C'est justement l'un des points que Larry Johnson a évoqué dans une émission récente. Il disait avoir entendu, d'après des renseignements, que le Pakistan pourrait en fait donner à l'Iran une arme nucléaire à tester sur son sol, si jamais la situation tournait vraiment mal, comme dans un scénario d'État en déliquescence. Et quelqu'un qui a un certain accès au bureau du vice-président m'a dit que oui, ce serait bien une information que nous possédons. Alors on peut se demander si ce n'est pas exactement pour ça que le président Trump, pour la première fois, à ma connaissance, en a parlé devant les caméras. Et si c'est vrai, quelle pression supplémentaire, quelle influence ça exerce sur Trump pour qu'il trouve un moyen de retirer cette question de la table? Eh bien, personnellement, je ne suis pas convaincu par ces renseignements. Parce que quand on dit le mot renseignement à Washington, ça peut vouloir dire beaucoup, vraiment beaucoup de choses différentes. Donc, moi, sans aucune preuve que ce soit réellement arrivé, je considérerais ça comme un ouï-dire ou comme une rumeur, mais pas comme quelque chose de solide. Et de toute façon, son comportement est instable d'un jour à l'autre, et ça dure depuis 18 mois. Donc, vous voyez, je ne prendrai pas ses paroles ou ses positions au sérieux. Je pense que si Trump est sur la défensive, c'est parce que les États-Unis, militairement, ont été complètement désarmés. Ce n'est pas juste à cause d'une rumeur sur, disons, l'Iran qui aurait acquis un engin nucléaire ou quelque chose du genre. Non, les États-Unis ont été totalement désarmés. Ils sont sur la défensive. Ils n'ont absolument aucun levier militaire. Les États-Unis en sont réduits à loger la moitié de leur flotte aérienne pratiquement à l'aéroport Ben Gurion, un aéroport civil à Tel Aviv. C'est embarrassant pour les États-Unis, surtout quand on pense qu'il y a encore quelques mois,
ils disposaient de plus de 17 bases militaires opérationnelles dans tout le golfe Persique. Et maintenant, ils peuvent à peine en utiliser une seule. C'est pour ça que, selon moi, les États-Unis sont aujourd'hui clairement sur la défensive. Mais laissons ça de côté un instant. Même la question d'un dispositif nucléaire que l'Iran cherche à en acquérir un ou qu'il en ait déjà développé un, mettons-la de côté. Personnellement, je ne pense pas qu'ils aient besoin d'acquérir quoi que ce soit. Ils ont depuis longtemps tout l'équipement et le savoir-faire nécessaires pour le faire eux-mêmes, chez eux. Donc c'est pas quelque chose que je pense. Et puis l'idée même que des pays puissent prêter ou donner des armes nucléaires, ça peut sembler crédible dans une discussion, mais en pratique c'est extrêmement compliqué. Donc pour l'instant, je n'y accorde pas beaucoup de poids, à moins de voir des preuves concrètes, au-delà de rumeurs ou de témoignages de seconde ou troisième main, peu importe la source. C'est juste ma manière de faire, en tant que journaliste qui vérifie les faits. Mais ce qui est important ici, le vrai point important, c'est le changement de comportement. Ce n'est pas tellement le changement de comportement de Trump. Il faut aussi regarder l'autre côté. Le changement de comportement de l'Iran. L'Iran s'est positionné comme une puissance normative, celle qui veut donner le ton. Donc maintenant, c'est l'Iran qui trace les lignes rouges. Avant, c'était les États-Unis qui fixaient les lignes rouges, qui frappaient les premiers, qui donnaient le rythme, et l'Iran devait réagir. Ou alors c'était Israël qui donnait le tempo, et l'Iran devait riposter ou répondre. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est exactement comme la Russie aime opérer dans cette zone, et maintenant, l'Iran entre dans ce jeu-là, où c'est lui qui fixe le rythme des actions et des réactions. Et quand on contrôle le rythme de l'escalade, on peut gérer beaucoup plus de choses. Et devinez quoi? Ce n'est pas seulement le rythme militaire qu'on maîtrise. On prend aussi la main sur le rythme diplomatique, les négociations, les échanges, les interactions. C'est ça la grande différence. Et les États-Unis ont perdu cet avantage. Pour moi, c'est un coup de maître de la part des Iraniens. Ce qu'ils ont fait est vraiment malin. Malaisant d'air à små urföring égalité de dernier mois. La première chose vraiment intelligente qu'ils ont faite, c'est d'élargir leur zone d'influence en incluant le détroit d'Ormuz. Et pas seulement le détroit d'Ormuz, mais aussi tous les pays du Golfe comme co-belligérants. En les frappant, ils ont élargi le champ d'inquiétude et l'ampleur du conflit, au point même de lui donner une dimension mondiale si l'on prend en compte l'impact économique. C'est un coup incroyable de la part de l'Iran. Et ça leur a donné un vrai levier. Grâce à ça, ils arrivent à frapper bien au-dessus de leur poids. D'un point de vue stratégique, c'est une manœuvre remarquable. Ensuite, le détroit d'Ormuz, c'était un peu la cerise sur le gâteau dans cette situation. Et maintenant, en incluant le Liban dans tout paquet de négociations, de cessez-le-feu ou d'accord, peu importe la forme, ils ont encore étendu leur influence, plus loin encore, tout en augmentant le coût de toute action ou inaction, que ce soit pour les États-Unis ou pour les Israéliens. Et ça, c'est très malin. Et ce n'est pas seulement par intérêt personnel, parce qu'ils ont toujours défendu la cause du Liban, celle de Gaza aussi, et dans une certaine mesure celle du Yémen, mais surtout Gaza et le Sud-Liban. Donc c'est vraiment important, et je pense que c'est de là que vient la frustration. La classe politique américaine, les médias, les Israéliens, ils ne savent pas comment réagir à ça. Parce qu'une chose, c'est que le Hezbollah lance des attaques de drones FPV au-delà de la frontière ou contre les forces israéliennes qui envahissent le Sud-Liban. Mais c'en est une autre que l'Iran entre dans ce théâtre au nord d'Israël et au sud du Liban sur le plan militaire, et dans une certaine mesure le Yémen aussi. Ça crée une situation impossible à gagner et intenable pour les Israéliens. Ils peuvent affronter un adversaire, mais pas 2 ou 3 en même temps. Et à partir de là, tout devient extrêmement compliqué pour les Israéliens et par extension pour les États-Unis.
Oui, on va parler de cette expansion dans un instant. Mais restons d'abord sur, disons, la difficulté que le président Trump semble avoir à gérer tout ça, à supporter la pression. Parce que tu viens de décrire une pression énorme sur lui. Et on peut facilement imaginer, en coulisses, qu'il y a des gens dans son entourage qui lui disent « Là, on est en train de perdre la main, on ne contrôle plus tout. » Et ça, c'est une situation que Donald Trump n'a jamais vraiment connue, du moins pas depuis qu'il est à la Maison-Blanche. Il a toujours eu le sentiment qu'il pouvait tout diriger, et jusqu'ici, il n'avait pas tort. Il a toujours réussi à gérer n'importe quelle situation. Mais cette fois, la pression est clairement sur lui. Il y a deux choses que je veux te montrer. D'abord, on lui a demandé « Est-ce qu'on est en guerre? Et si oui, est-ce qu'on peut la gagner? » Leurs dirigeants sont partis, leurs généraux aussi, leurs premiers et deuxièmes échelons ont disparu. Une grande partie du troisième échelon aussi. Mais ils ont mis en place un blocus, alors nous les avons bloqués à notre tour, et nous avons le blocus ultime. Moi, je n'appelle pas ça une guerre. Mais si vous voulez le définir comme tel, j'imagine que vous pouvez. Eh bien, comment vous le définissez? Je ne définis pas du tout. Je n'y pense pas. Je fais simplement ce que j'ai à faire. D'accord, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne le définis pas vraiment, parce que d'un côté, on peut dire, eh bien, dans ce cas, il n'a littéralement aucune limite légale ou morale. Il fait simplement ce qu'il veut, sans même perdre de temps à définir les choses. Ce qui, bien sûr, nous ramène à la Constitution et à la loi sur les pouvoirs de guerre de 1973. Mettons ça de côté pour l'instant. Mais qu'est-ce que vous pensez du fait qu'ils disent « Bon, j'imagine que c'est une guerre, ou peut-être pas, venant du commandant en chef des États-Unis d'Amérique. » Franchement, c'est pathétique de voir le président s'y prendre comme ça, d'une manière aussi négligée, trébuchant à moitié dans ses interviews. On dirait qu'il parle d'un blocus ultime. Mais enfin, de quoi il parle? C'est le roi Canute, là. Ils n'ont rien d'un vrai blocus. Ce n'est pas du tout un blocus impénétrable, et ça devient une blague qui tourne en boucle. Alors si c'est le mieux qu'ils puissent faire, si c'est là que les États-Unis décident de poser leurs grandes bottes, ce soi-disant blocus incroyable, ce grand et beau blocus, ou peu importe les mots qu'il emploie, eh bien à ce stade, c'est vraiment triste de voir à quel point il n'y a absolument aucune direction venant de ce président. Il n'arrive pas à se sortir de ce terrible bourbier dans lequel il a lui-même plongé le pays, la région et même l'économie mondiale. Et il n'a aucune issue. Franchement, ça montre à quel point la situation tourne mal. Si on décompose tout ça, il y a plusieurs dimensions, militaires, économiques, politique intérieure, géopolitique internationale et aussi diplomatique. Les États-Unis ont été totalement vaincus sur le plan militaire. Il suffit de regarder où ils en étaient avant le 28 février, en termes de présence militaire dans la région, et de voir où ils en sont maintenant, obligés de supplier les Israéliens d'utiliser l'aéroport Ben Gurion pour y stationner des C-130 et des avions ravitailleurs. C'est franchement embarrassant. Et puis, sur le plan économique, c'est une catastrophe totale, pas seulement pour les États-Unis à l'intérieur du pays, mais aussi à l'international. C'est la faute de Trump, entièrement, à 100%. On peut accuser les Israéliens autant qu'on veut, mais les États-Unis devraient savoir mieux que ça. Donc politiquement, à l'intérieur du pays, voilà le problème, Daniel. C'est comme un énorme nœud coulant autour de son cou, politiquement parlant, parce qu'on s'approche maintenant des élections de mi-mandat. Les sondages sont très mauvais pour les républicains, pour le mouvement MAGA, pour Trump, et ça veut dire qu'il va passer 2 dernières années de mandat très très inconfortables. Il ne va pas accomplir grand-chose. Et cette situation reste suspendue à son cou. Plus on avance vers l'automne, plus ça se resserre et plus ça devient difficile pour lui.
Et il le sait. C'est là que se trouve une partie de la panique. Il pensait que tout ça serait terminé en quelques semaines, ou peu importe ce que les Israéliens leur avaient dit, ou ce qu'ils s'étaient raconté eux-mêmes. Donc, c'est un énorme échec, un échec total pour l'administration Trump, pour l'Amérique. Et ça va se voir dans les sondages, et peut-être même dans les résultats électoraux, probablement aux élections de mi-mandat. Ça, c'est une chose. L'autre, c'est qu'au niveau diplomatique, cette approche de Trump qui consiste à ne faire aucune diplomatie, que ce soit en Ukraine, en Russie, ou à propos de la situation à Gaza et de celle-ci aussi, c'est zéro diplomatie, zéro volonté de trouver une solution amiable entre plusieurs parties. C'est ce que faisaient les anciens présidents américains, et c'est justement ce qu'il a choisi d'ignorer et de rejeter. Il dit en gros, on est trop bon pour ça, on est les meilleurs, on est la plus grande puissance que le monde ait jamais connue. C'est ce que répètent Marco Rubio, Pete Hegseth et Trump. Et voilà le prix à payer quand on n'a aucune activité diplomatique, aucun canal diplomatique sérieux, rien du tout. On en arrive là, aujourd'hui complètement perdu, complètement à côté de la plaque, complètement battu, mais sans encore l'admettre. Pendant que le reste du monde regarde ça et se dit « Oui, vous avez vraiment, mais alors vraiment tout raté ». Eh bien, vous dites qu'il ne l'a pas encore reconnu. Non seulement il ne l'a pas reconnu, mais il s'accroche encore à l'un de ses refrains habituels. Vous vous souvenez, au tout début, je crois que c'était presque tous les jours pendant les 5 ou 6 premiers jours, il disait « On a déjà gagné cette guerre. C'est fait. Franchement, on a déjà gagné. » Il a dit ça, puis il a ajouté « Bon, maintenant, j'exige une reddition sans condition. » Il n'est pas resté longtemps sur cette ligne-là, mais ses phrases résonnent encore un peu. Et aujourd'hui, ou plutôt dans cette interview d'hier, on lui a reposé la question, et il va revenir à la même idée. Oui, peu importe comment ça se termine, on va gagner. Les États-Unis sont-ils en guerre avec l'Iran? Eh bien, ils ont été en grande partie décapités. Et j'appelle ça un exercice militaire, parce que les gens préfèrent qu'on l'appelle comme ça. Ce n'est pas une grande guerre pour nous. C'est la force militaire la plus puissante du monde. C'est moi qui l'ai construite, franchement. Je l'ai bâtie pendant mes 4 premières années, et je l'utilise un peu pendant mes 4 suivantes. Leur marine n'existe plus, leur aviation n'existe plus, leur défense antiaérienne non plus. Ils ont peut-être réussi à la renforcer un peu ces 4 dernières semaines, pendant cette petite trêve qu'on a faite, à la demande de très bonnes personnes. Vraiment des gens remarquables, venant de plusieurs endroits d'ailleurs. Comme vous le savez, beaucoup de gens sont impliqués, mais surtout du Pakistan, le maréchal et le Premier ministre. Et nous sommes très proches d'un accord. Et si on n'a pas d'accord, on le fera d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, on gagne. Dans tous les cas, on gagne. On est tout près d'un accord. Il dit ça littéralement, tous les jours maintenant. Qu'est-ce que ça va te dire sur la façon dont tout ça va se régler? D'abord, on en a vraiment assez d'entendre un président dire qu'il a construit l'armée pendant son premier mandat, puis qu'il l'a reconstruite encore une fois ces 18 derniers mois. C'est complètement absurde. L'armée existait déjà, elle est toujours là, et il n'a rien construit du tout. Mais ça, c'est typique de Trump. Il projette pour compenser le fait qu'il n'a pas vraiment accompli grand-chose. En réalité, tout ce qu'il a fait, c'est signer un chèque en blanc au complexe militaro-industriel, en doublant le budget de la défense, comme ça, et en plongeant le pays dans la dette, tout en provoquant encore plus d'hyperinflation. Voilà, c'est à peu près ce que Trump a fait. Et vous savez ce qui est encore plus ironique? Il est même incapable de citer le nom d'un seul chef d'État ou de quelqu'un venant du Pakistan.
Honnêtement, il serait incapable de les nommer. Il est trop paresseux. Il a un problème, intellectuellement ou peu importe. Il se contente de dire « beaucoup de gens formidables, le maréchal ». Eh bien, donnez-nous le nom du maréchal, président Trump. Vous connaissez seulement son nom? Tous ces détails pour lui, c'est trop futile. Il se croit au-dessus de tout ça. Il n'a pas besoin de s'intéresser au nom ou à ce genre de choses. Voilà donc ce qui tient lieu de chef d'État aux États-Unis. Franchement, c'est embarrassant. Mais si, dans tous les cas, vous gagnez, pourquoi ne pas simplement limiter les dégâts et en finir? Eh bien non, il ne peut pas. Il est coincé définitivement dans cette situation et il n'y a absolument aucune issue. Donc voilà, et la complexité de tout ça ne va faire que s'aggraver avec le temps pour les États-Unis. Parce que Trump, en réalité, n'a pas fait grand-chose à part ce genre de blocus résiduel, des annonces et toutes sortes de déclarations sur des soi-disant victoires et ainsi de suite. La réalité, c'est que les États-Unis ont enregistré des pertes records, que ce soit en avion ou en base militaire. Je pense même que ce sont les pires pertes militaires de toute l'histoire des États-Unis d'Amérique. Réfléchissez à ça. Regardez combien de bases devenues inutilisables ont été évacuées. Quoi? Plus de 50 avions perdus sous la responsabilité de Pete Hegseth. Franchement, ce type aurait dû être viré. Dans une administration normale, il aurait été convoqué devant la Commission des Forces armées du Sénat et la pression médiatique pour le renvoyer était énorme. Mais ça montre bien dans quel état est Washington. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ont épuisé toutes leurs munitions, toute leur défense aérienne. Ils déplacent du matériel dans tous les sens. Ils déshabillent Pierre pour habiller Paul, de Taïwan à l'Ukraine jusqu'à Israël. C'est un désastre. Le pays est laissé sans défense. Et les seuls qui en gros s'en réjouissent, ce sont Wall Street, certains industriels de la défense et des gens comme Palmer Luckey, Peter Thiel ou Elon Musk, qui se frottent les mains devant les profits des usines qui sortent toutes ces munitions et ces drones pour aller combattre la Russie en 2029. Ou peu importe, ce sont les seuls qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu dans ce désastre où Donald Trump a entraîné le pays, la région et le monde entier. D'accord, eh bien, je ne peux certainement pas contester tout ça. Mais du coup, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas vraiment de porte de sortie évidente pour Trump. On a l'impression qu'en ce moment, on est juste bloqué dans le statu quo, à essayer de comprendre quelque chose, à espérer qu'un miracle se produise demain. En gros, il veut juste passer la journée. Ça semble être à peu près la limite de sa réflexion. Mais revenons au point principal. Parce que du côté de l'Iran, ils ne sont pas focalisés sur un seul aspect. Ils ne sont pas myopes. Ils regardent l'ensemble du tableau. Et l'un des éléments centraux sur lesquels ils se concentrent, tout comme Israël d'ailleurs, c'est le Hezbollah à l'intérieur du Liban. Ça mobilise énormément d'énergie, bien plus que ce à quoi les Américains prêtent attention. En tout cas. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre pourquoi le Liban est si important à la fois pour l'Iran et pour Israël? Commençons par l'Iran. Pourquoi le Liban est-il si important pour eux? Eh bien, il y a plusieurs idées fausses qui continuent d'être diffusées dans le débat politique américain. L'une d'elles, c'est que le Hezbollah serait un proxy de l'Iran. Ce n'est pas vrai. On dit aussi que le Hamas est un proxy de l'Iran. Ce sont des éléments de langage israélien. Ces phrases sont imprimées, distribuées, posées sur le bureau de chaque membre du Congrès, de chaque sénateur, de tous les médias américains et de tout le personnel de l'administration Trump. Tout le monde doit répéter cette affirmation jusqu'à la nausée, que ce sont des proxys de l'Iran. C'est la manière dont Israël veut présenter la région. Le Hezbollah est un allié de l'Iran. L'Iran est allié avec le Hezbollah. Les Britanniques, eux, sont des proxys de Washington, et certains de ces gouvernements fantoches de l'OTAN sont des proxys des États-Unis. Je veux dire, ils appellent Trump papa.
Je pense que c'est un bon indice qu'ils sont probablement des intermédiaires, mais au fond, ce sont des alliés. L'Ukraine, on peut soutenir que le fait d'y injecter 150 milliards de dollars en armes, en aide militaire, en renseignements complets, et d'avoir la CIA installée au sommet du ministère de la Défense à Kiev, eh bien ça fait de l'Ukraine, par définition, un pays sous influence des États-Unis. Ce n'est pas du tout la même situation dans le sud du Liban, d'accord? Le Hezbollah, c'est un mouvement armé de libération, un mouvement politique né sur place, enraciné localement. Il a été qualifié d'organisation terroriste par Israël. Et par extension, les États-Unis doivent eux aussi le qualifier ainsi, parce que c'est l'un des grands objectifs du lobby israélien. S'assurer que les États-Unis et leurs alliés interdisent le Hezbollah, le Hamas et tous les autres groupes qu'on peut citer, les gardiens de la révolution, et la liste continue encore et encore. En tant qu'organisation terroriste, elles doivent procéder ainsi pour que le récit tienne dans ce cadre-là. Et il y a tellement de fausses idées, de mensonges, de morceaux de désinformation qui soutiennent cette façade de propagande que les États-Unis ont construite et qu'Israël a construite aussi, pour présenter le Hezbollah comme une sorte de proxy iranien, incrusté au Liban comme une tique ou comme un cancer, qu'il faudrait arracher, qu'il faudrait désarmer, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles, d'abord, le Hezbollah ne s'est pas officiellement, ils ne se sont pas officiellement déclarés comme organisation, et ils n'ont même pas publié de manifeste avant 1985, soit 1 an et demi après l'attentat contre les casernes des Marines à Beyrouth. Et ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, à ce moment-là, il n'y avait même pas de Hezbollah pour revendiquer cet attentat. L'attribution de l'attentat contre la caserne des Marines américains au Hezbollah a été faite en 2003 par un tribunal civil aux États-Unis. Je crois que c'était à la demande des familles de certains soldats morts dans cet attentat. Pendant le procès, des preuves ont été présentées et c'est ce que le département d'État utilise comme confirmation officielle pour dire en quelque sorte que le Hezbollah est responsable des attentats de 83. Et vous savez, des gens comme Tom Cotton et d'autres répètent sans cesse que le Hezbollah a tué des Américains, qu'ils ont du sang américain sur les mains, et ainsi de suite. C'est complètement faux. Mais c'est sur ce genre d'argument que repose leur désignation comme organisation terroriste. Quand on regarde les faits de près, la réalité est tout autre que la version qu'on nous présente. Le vrai problème au Liban, c'est que le Hezbollah n'existerait pas autrement. C'est un point important. Le Hezbollah n'existerait pas sans l'occupation brutale du Sud-Liban par Israël. D'accord? Cette occupation a duré de 1978 jusqu'à l'an 2000. Et si on avance un peu, en 2006, Israël a tenté une nouvelle grande incursion, mais le Hezbollah l'a repoussée cette année-là. À l'époque, les Israéliens avaient une armée supplétive, appelée l'armée du Sud-Liban, composée en grande partie de voyous, de mercenaires et de terroristes qu'ils utilisaient pour dominer, terroriser et brutaliser la population du Sud-Liban. C'est pour ça que le Hezbollah a été créé. C'est pour ça qu'il est né, pour repousser l'agression et l'occupation illégale d'Israël au Sud-Liban. Il faut bien comprendre qu'il n'existerait même pas en tant qu'organisation, un peu comme probablement le Hamas n'existerait pas sans l'occupation de Gaza par Israël. C'est du simple bon sens. Mais ce qui est important ici, c'est de se demander pourquoi pas l'armée libanaise. Le président actuel est un ancien général de l'armée libanaise, l'armée nationale officielle du Liban, Joseph Aoun, le président actuel. Et il est chrétien, maronite. Leur gouvernement fonctionne selon un système confessionnel. Le premier ministre est un musulman sunnite, le président est un chrétien maronite, ou simplement un chrétien, et le président du Parlement est chiite, dans ce cas issu du parti du Hezbollah.
Mais pourquoi l'armée libanaise ne peut-elle pas défendre sa frontière sud? Pourquoi ne peut-elle pas contrôler son espace aérien? Parce que ce sont les États-Unis qui décident de ce que l'armée libanaise a le droit d'avoir ou non. Chaque équipement qu'ils achètent doit être approuvé ou refusé par le gouvernement américain. Et devinez qui pousse le gouvernement américain à faire respecter ces restrictions? Israël. C'est aussi l'un des rôles de l'armée israélienne. Alors, ils n'ont pas le droit d'avoir de défense aérienne. Ils n'ont pas le droit d'avoir de chasseurs. Vous vous rendez compte? Ils n'en ont que 2. Et un seul fonctionne. C'est un vieux MiG russe offert à l'époque par l'Union soviétique. Alors ils ont 2 vieux MiG, quelques Cessna et un bimoteur qui reste garé à l'aéroport de Beyrouth, juste à côté des avions de ligne, sur le tarmac. Et c'est tout. Ah, et aussi quelques hélicoptères. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont même pas le droit de défendre leur espace aérien. Pourquoi? Parce qu'Israël se réserve le droit d'utiliser l'espace aérien libanais. En ce moment même, il y a des drones qui survolent Beyrouth. Franchement, à quel point c'est humiliant pour un pays ou pour un président qui pense que son pays est souverain. Joseph Aoun agite le doigt et crie contre les Iraniens. Comment ose-t-il inclure le Liban dans des négociations avec Israël pour une trêve ou un cessez-le-feu? Comment ose-t-il faire ça? C'est notre pays. Ce n'est pas votre pays. L'armée libanaise ne peut pas faire ce travail. Quand ils ont désarmé les milices, toutes les différentes milices pendant la guerre civile libanaise, à peu près à l'époque où Rafik Hariri était Premier ministre, donc autour de 1992, tous les chefs de guerre, sans exception, ont dû poser les armes et être désarmés. Il n'y a qu'un seul groupe à qui on a permis de garder ses armes. Quand la guerre civile libanaise s'est plus ou moins terminée en 92. Et devinez quoi? On a dit au Hezbollah de garder les siennes. Pourquoi? Parce qu'on voulait qu'ils défendent la frontière sud. Parce que l'armée libanaise, elle, ne peut pas. Qu'on les bénisse. Mais ce n'est guère plus qu'une gendarmerie un peu améliorée. Et c'est exactement comme ça que les États-Unis et les Israéliens le veulent. Donc la raison principale de l'invasion israélienne pendant la Première Guerre civile, c'était que l'OLP s'était réfugié au Liban. Il y avait donc une menace terroriste, et c'est ce qui a servi de justification à l'invasion et à l'occupation du Liban par Israël. Et maintenant leur justification c'est « Ah, c'est le Hezbollah, c'est une menace terroriste. Donc, nous devons étendre notre zone de sécurité jusqu'au fleuve Litani, et même au-delà. » Le problème, Danny, c'est qu'il y a de grandes différences entre, disons, 2006 et 2026. 20 ans depuis que le Hezbollah a vaincu Israël à Maroun al-Ras. 20 ans. Mais le monde a complètement changé. Israël aussi est très différent. Aujourd'hui, Israël a mis en place la doctrine de Dahiya. Ils ont aussi établi une doctrine de Rafah. Regardez Rafah, regardez cette ville. C'est un champ de ruines. Voilà la doctrine israélienne. Ils n'auraient pas pu faire ça il y a 20 ans. Mais maintenant, ils l'ont fait à plusieurs reprises. Ils le font dans le sud du Liban et personne ne les arrête. Aucun pays européen ne va les sanctionner pour avoir menacé de nettoyage ethnique ou d'anéantissement total. Même la ville antique de Tyr, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ils s'en sortent comme ça. Donc ça crée un précédent et c'est un vrai tournant. Parce qu'avant, le Hezbollah pouvait se battre avec les forces israéliennes dans les collines et avoir beaucoup d'avantages tactiques, simplement parce qu'ils connaissent le terrain bien mieux que les forces de Tsahal et qui peuvent tenir des positions fortifiées. Mais ces avantages sont aujourd'hui largement réduits à cause du fait qu'il n'y a plus de limites quand on parle de bombardements massifs ou de pertes civiles. C'est une politique de terre brûlée, et ça veut dire qu'on ne peut plus avoir le même type de conflit qu'il y a 20 ans. C'est une différence majeure. C'est ça. La doctrine de dissuasion israélienne.
et personne n'est prêt à les contenir. Que répondez-vous à ceux en Israël qui disent « Oui, mais si le Hezbollah avait respecté les conditions de 2006 pour mettre fin à la guerre, la résolution 1701 du Conseil de sécurité, et s'était déplacé au nord du fleuve Litanie, on n'aurait même pas ce problème aujourd'hui. » Que leur répondez-vous? Qui est Israël pour décider si le Liban peut ou non avoir une force de défense dans le sud du pays? Je veux dire, se retirer au nord du fleuve Litanie, ça veut dire que toute la frontière sud reste sans défense. Et d'ailleurs, Israël n'a jamais respecté les accords. Dans plusieurs résolutions de l'ONU, ils ont gardé des terres fertiles, très rentables sur le plan agricole, appartenant au sud Liban, depuis les fermes de Sheba jusqu'à la frontière, là où le mont Hermon rejoint le plateau du Golan. Il y a plusieurs zones, ce qu'on appelle des bandes bleues, qui sont occupées illégalement, et Israël continue de revendiquer le droit de les conserver. Et Israël a aussi utilisé illégalement l'espace aérien libanais pour mener des centaines de frappes aériennes contre la Syrie à partir de 2011 ou 2012, à peu près au moment où le conflit syrien a commencé, et ce, jusqu'à, et bien même après, la prise de pouvoir d'Al-Qaïda à Damas en décembre 2014. Et l'autre élément décisif, c'est qu'Israël a envahi et pris le contrôle de tout le plateau du Golan et du mont Hermon. Le mont Hermon, c'est la zone la plus stratégique, militairement parlant, de toute la région. Et Israël l'a prise. Ils ne la rendront jamais sans se battre, tout comme ils ne rendront jamais le plateau du Golan. Alors ils commencent par établir une zone de sécurité, mais ils s'approprient toutes les ressources qui vont avec, y compris celles du sud Liban. Et en Israël, ils en parlent ouvertement. Des gens comme Smotrich, entre autres, considèrent le sud Liban comme faisant partie du Grand Israël. Et Danny, c'est très important de le souligner, il ne s'agit pas seulement de ce qu'il y a sur la terre, mais aussi de ce qu'il y a au large. Il y a des gisements de gaz très lucratifs au large du sud Liban, et Israël a les yeux dessus dans le cadre de sa stratégie énergétique à long terme. Et je ne pense pas qu'ils vont permettre au Liban d'exploiter ces ressources. Ils estiment que c'est leur droit en tant que puissance dominante de la région. Et c'est l'eau douce du fleuve Litanie dont ils ont besoin pour ne pas dépendre du dessalement en Israël. Ils ont besoin de cette eau douce, mais ils ne comptent pas s'arrêter là. Ils veulent créer une zone tampon au nord du Litanie. Alors où est-ce que ça s'arrête? En 1982, c'était Ariel Sharon qui amenait l'armée israélienne jusqu'à Hamra, en train de boire du thé, tu vois, jusqu'à Beyrouth. Où est-ce que ça s'arrête? Quand on a toute la puissance militaire israélienne capable de raser des villes entières, encore et encore, sans en subir les conséquences, où est-ce que ça s'arrête? Ils frappent déjà Beyrouth, ils détruisent des pâtés de maisons entiers. C'était impensable. Impensable il y a 2 ans, 3 ans à peine. Impensable. Et maintenant, c'est devenu normal. Laissez-moi vous poser cette question. Quelle est la position d'Israël là-dessus? D'après ce que vous avez compris de leur déclaration, et d'après ce que vous pouvez en déduire, quel est leur objectif réel? Et est-ce quelque chose qu'ils peuvent atteindre sur le plan militaire? Parce que, quand je regarde la carte et la structure de leurs forces, ils ne peuvent pas, en pratique, occuper durablement tout le pays. Leur armée s'épuiserait complètement. Ils ne pourraient tout simplement pas tenir ce rythme. Et je ne suis même pas sûr qu'ils puissent militairement conquérir tout ce territoire. Alors, quelle est la véritable stratégie d'Israël? Eh bien, il ne s'agirait pas de le conquérir militairement, pas de la manière habituelle. L'idée serait plutôt de vider le sud Liban de sa population, secteur par secteur, sur plusieurs années, si c'est ce qu'il faut. Et une fois la zone dépeuplée, il ne laisserait sur place que certains groupes considérés comme amis.
D'une certaine façon, c'est un remake des années 80, sauf que cette fois, les enjeux sont bien plus élevés. Mais ils l'ont déjà fait. Ce scénario exact a déjà été appliqué. Simplement, aujourd'hui, c'est plus violent, plus brutal. Et que vont faire les Libanais? Rien. En ce moment, les États-Unis font pression sur Joseph Aoun, leur président marionnette. Joseph Aoun est un pantin de l'Amérique, des Saoudiens et au final d'Israël. Et c'est pareil pour le Premier ministre Nawaf Salam, le fameux Premier ministre fantôme. La moitié du temps, on ne sait même pas où il est. Encore une marionnette. Et en gros, ils ont livré un cinquième de leur territoire, vraiment aux caprices des Israéliens, sans avoir le courage de s'y opposer. À la place, ils accusent l'Iran, ils accusent le Hezbollah. Et pendant ce temps, des milliers de Libanais ont été massacrés. Plus de 3000 personnes tuées par les Israéliens, 50 000 maisons et habitations rasées, des dizaines de villages, des sites chrétiens historiques détruits. Et le président actuel du Liban se contente de pointer du doigt l'Iran, simplement parce que Téhéran ose inclure le Liban dans les négociations. Pourtant, ils essaient de sauver des vies libanaises. C'est ça que font les Iraniens. Ils montrent leur inquiétude, ils regardent le conflit au Moyen-Orient, ils voient Israël comme la source de tous les problèmes dans la région, y compris au Liban. On ne peut pas séparer les deux. L'autre point, Daniel, est important. Israël a prouvé quelque chose, et c'est d'un point de vue stratégique et de négociation très significatif. Quand les dernières hostilités et les échanges de ces 48 dernières heures entre l'Iran et Israël ont eu lieu, qu'a fait Israël immédiatement? Ils ont coupé l'aide à Gaza. Donc ils utilisent les Palestiniens et les Libanais comme moyen de pression contre l'Iran. Et c'est exactement pour ça que l'Iran les a inclus dans ces négociations, dans le cadre du paquet de cessez-le-feu. C'est une preuve. Israël a montré qu'ils sont prêts à punir l'Iran, les Palestiniens, les Libanais ou n'importe qui d'autre pour se créer un levier. Donc on n'a même plus besoin d'argumenter sur les raisons pour lesquelles l'Iran agit comme il le fait, parce qu'Israël l'a déjà démontré. À ce stade, la discussion n'a même plus lieu d'être. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? On a ici un titre qui dit qu'Israël bloque, au cas où certains l'auraient manqué, toute aide vers Gaza, comme punition collective. Et ça, c'est clairement un crime de guerre. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est noir sur blanc. Et pourtant, toute la population est en train de souffrir à cause de ce que fait l'Iran, alors qu'elle n'a aucun rôle là-dedans. Alors, où est-ce qu'on va à partir de là? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en ce moment, tout ce dont on a parlé depuis le début, la politique intérieure avec le président Trump, son incapacité à contrôler Israël et en même temps l'impossibilité d'obtenir une victoire militaire, tout ça nous amène à la même question. Où est-ce qu'on va maintenant? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'Iran n'est pas la priorité numéro 1 d'Israël. C'est pour ça qu'Israël avait besoin que les États-Unis mènent cette guerre à leur place. Les vraies priorités d'Israël, c'est Gaza. Ils veulent vider Gaza de sa population palestinienne d'origine. Ils sont très proches d'y parvenir. Et puis, il y a le Sud-Liban. Ce sont leurs principales priorités. Leur voisinage, c'est ce qui les préoccupe le plus. Donc, en créant cette diversion, en laissant les États-Unis mener cette guerre contre l'Iran, et avec tout le capital politique qui a été investi là-dedans, ils ont détourné l'attention du monde. Les gens s'inquiètent d'une possible troisième guerre mondiale, mais eux, franchement, n'en ont aucune inquiétude. Ce qui se passe au Liban, c'est presque une préoccupation secondaire. Du coup, Israël peut agir librement contre les Palestiniens, comme on l'a encore vu la semaine dernière, de la manière la plus brutale et la plus violente. La reprise des bombardements sur des gens réfugiés sous des tentes à Gaza, franchement, c'est absolument révoltant. Et ils font la même chose au Liban.
C'est ça qu'il faut comprendre avant tout. Sur le plan stratégique, si on prend un peu de recul, les États-Unis sont dans une position politique très faible. Et Trump, en ce moment, est extrêmement affaibli, plus que jamais. C'est donc une occasion idéale si le président libanais pouvait dépasser les petits intérêts communautaires et lancer un appel à la solidarité de tous les Libanais. Mais il n'en est pas capable. La raison, c'est que le Liban est structurellement corrompu. C'est le résultat de 40 ans de crise continue et d'une économie complètement dysfonctionnelle. Et ça a formé la population à penser à court terme, chacun se repliant dans sa communauté en ne regardant que ses intérêts privés. Le pays est encore dirigé, en gros, par 4 seigneurs de guerre issus de la guerre civile. Ils contrôlent à la fois les postes économiques et les postes politiques. L'économie ne fonctionne pas, et en plus, ils ont développé une sorte de syndrome de Stockholm vis-à-vis des États-Unis. Les États-Unis ont acheté la loyauté de la minorité chrétienne au Liban et aussi celle de la minorité sunnite pro-américaine. Et la majorité, selon un nouveau recensement sans doute, serait aujourd'hui la population chiite. Bien sûr, ça transformerait complètement le système de gouvernement, où le président ne serait plus forcément chrétien. C'est un modèle complètement dépassé, basé sur un recensement qui date probablement de la fin des années 50. Donc structurellement, c'est tout simplement faux le Liban. Et le problème, c'est que les États-Unis ont littéralement soudoyé et acheté certains groupes tout en diabolisant et en punissant d'autres. Ils ont rendu les gens dépendants de l'argent des ONG, des financements de l'USAID, des prêts pour le développement, et c'est pour ça que le pays en est là aujourd'hui. S'il y avait une vraie solidarité entre tous les Libanais, ils pourraient réellement opposer une résistance à Israël. Et dans ce cas, les États-Unis seraient obligés, en quelque sorte, de respecter ça. D'autres acteurs de la région devraient probablement aussi venir soutenir cette position. Mais vu l'expérience des 40 dernières années, je ne pense pas que qui que ce soit retienne son souffle pour ça. Donc, en l'absence de cette option, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la stratégie d'Israël? Dans ce cas, je veux dire, qu'est-ce qu'ils peuvent concrètement accomplir? Eh bien, la question, ce n'est pas ce qu'ils peuvent accomplir physiquement. Sur le long terme, ils peuvent faire beaucoup. La vraie question, c'est qui va les arrêter? C'est ça, la question. Et la Syrie, elle n'est plus sur la table. Donc, ils ont un terroriste. D'ailleurs, Joseph Aoun, il y a à peine un mois, était assis sur une tribune, je crois à Bruxelles ou quelque part en Europe, aux côtés d'Al-Jolani, le fondateur d'Al-Qaïda en Syrie. Être sur la même scène qu'un terroriste, c'est déjà honteux. Mais en plus, ne pas considérer les habitants du sud du Liban, qui sont chiites, comme des Libanais à part entière, et accuser l'Iran alors qu'Israël massacre ton propre peuple, franchement, c'est au-delà de la honte. C'est une véritable trahison du peuple libanais. Mais ça, malheureusement, c'est qu'ils ont le syndrome de Stockholm. Ils sont complètement prisonniers des États-Unis, de Tom Barak et des Israéliens qui ont maintenant une porte d'entrée au Liban. Le Hezbollah peut freiner les Israéliens sur le terrain, ça on l'a bien vu. Et avec l'Iran qui intervient depuis les airs, comme on l'a constaté ces derniers jours, ça a créé un vrai problème entre les États-Unis et Israël. Donc l'Iran, avec ses alliés sur le terrain, peut provoquer assez de blocage ou de dissuasion pour vraiment compliquer la situation politique des Israéliens. Et on commence à le voir si on lit la presse israélienne. Beaucoup de problèmes sont apparus ces 3 derniers jours pour le régime en Israël. Donc il y a une dimension politique, Danny, qui est liée à la dimension militaire. Et on ne peut pas l'ignorer, parce que ça pourrait vraiment faire avancer les choses vers une forme de désescalade concrètement. Parce que les gens, peu importe à quel point le régime peut être autoritaire en Israël, peuvent exercer une pression énorme
simplement par nécessité de survivre à la situation. Et ça pourrait changer ce qu'on voit sur le champ de bataille. Eh bien, espérons qu'il se passe enfin quelque chose de positif. Le peuple libanais vient d'être écrasé. C'est pareil pour les habitants des zones palestiniennes, à Gaza et en Cisjordanie et ailleurs. Écoutez, dans les quelques minutes qu'il nous reste, j'aimerais avoir votre avis sur une autre négociation, qu'elle ait lieu ou non, celle autour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Sergei Lavrov a fait un commentaire intéressant, je crois que c'était hier. No matter to smos matin. It's his interview. La Russie, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, avec Zelensky, ont signé un document sur le soutien stratégique de ce régime, sur la préparation du déploiement des forces de stabilisation, en réalité des forces d'occupation, sur ce qu'il restera de l'Ukraine après le conflit. L'accord prévoit aussi que l'Ukraine recevra des armes supplémentaires à longue portée pour frapper le territoire russe, y compris en profondeur à l'intérieur du pays. Je ne vois pas comment on peut parler de négociations dans un tel contexte. Il faudrait sans doute que tout le monde prenne au sérieux ce qu'a dit le président Poutine. Désormais, tout dépend non pas des négociations, mais des actions de nos héros sur le front. Серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте. Je veux dire, quand j'écoute ça, on a vraiment l'impression que combiné à d'autres déclarations récentes de plusieurs dirigeants russes, notamment celle de l'ambassadeur Polyansky, ici même dans notre émission il y a 2 semaines, ils envisagent sérieusement de dire « Écoutez, vous, les Occidentaux, l'OTAN et surtout les pays européens, vous participez activement. Vous n'utilisez pas seulement l'Ukraine comme un intermédiaire. Vous prenez part directement à tout ça. Et maintenant, vous planifiez même la présence de troupes de l'OTAN sur notre sol, alors qu'on vous a clairement dit que c'était une ligne rouge. Donc pour lui, la question c'est sur quelle base négocier. Il estime qu'il faut simplement gagner sur le champ de bataille. Et quand il parle du champ de bataille, je ne suis pas sûr qu'il parle seulement de la ligne de front actuelle. Toi, comment tu interprètes ça? Eh bien, la Russie ne cache pas son inquiétude à ce sujet. Et beaucoup de personnes très influentes au sein de la structure de sécurité nationale russe, ainsi que le ministère russe de la Défense, ont déclaré que des cibles situées en Europe, de l'autre côté de la ligne de l'article 5, si on peut dire, font partie d'une sorte de banque de cibles. La Russie l'a dit clairement. C'est une sorte d'avertissement implicite. Pour eux, ces sites sont considérés comme des sources d'agression. Cela inclut les usines d'armement, les composants de drones, les missiles Storm Shadow, tous ces éléments qu'on fournit aux Ukrainiens et qu'ils utilisent pour attaquer et tuer des civils russes. Et au bout du compte, pour tenter de déstabiliser l'État russe ou le gouvernement, parce que selon eux, ça ne s'arrêtera pas à de simples piqûres d'aiguille. Si vous écoutez les think tanks et les milieux de la défense en Europe, surtout en Grande-Bretagne, ce sont eux les plus virulents, les plus bellicistes. Ils pensent pouvoir submerger la Russie grâce à des essaims de drones autonomes pilotés par l'intelligence artificielle et ainsi paralyser le gouvernement et l'État. Or, plusieurs experts ont déjà simulé ce scénario, et tout cela mènerait inévitablement à une riposte nucléaire de la Russie contre des cibles européennes, parce que ce serait perçu comme une menace existentielle. Et si on décide de jouer à ce jeu-là, ce qu'on fait très volontiers à Londres, à Paris, à Berlin, à Bruxelles, eh bien il faut en assumer les conséquences. D'ailleurs, la Finlande est devenue le nouveau pays va-t-en-guerre, un peu comme un petit oiseau qui piaille dans le nid de l'OTAN. Est-ce que les gens se rendent compte de ce que ça veut dire? Bon, imaginons, Daniel, juste pour voir, que la Russie fasse ça, mais contre des cibles militaires
notamment des sites de production. À ton avis, quelle serait la réaction? Moi, je peux te le dire. Les Européens iraient pleurer à Washington pour demander de l'aide. Pleurer à Washington, crier vers papa pour qu'il les aide, quel que soit le papa à Washington. Ce serait ça la réaction. Mais pour l'instant, ils gagnent tellement d'argent avec cette hausse des budgets de défense, ces dépenses, et cette dette colossale qu'ils creusent pour ça. Tout ça au nom de ces soi-disant bons emplois dans la défense, ces bons emplois qu'ils vendent comme une réussite. Tout le monde universitaire, beaucoup d'universités, ont été réorientés grâce à des subventions publiques pour développer des solutions de défense. Ces projets alimentent ensuite des start-up, puis finissent par nourrir les grandes entreprises. C'est tout un complexe militaro-industriel qui s'est élargi, et ils appliquent une approche qui mobilise toute la société. Résultat, ils sont engagés sur une trajectoire de guerre avec la Russie. Mais au fond, d'où vient tout ça? L'Ukraine? C'est censé servir à quoi? Défendre la démocratie? Ils ont un dirigeant à Kiev qui agit comme un dictateur et qui est maintenant depuis plus de 2 ans hors de son mandat, sans aucune intention de quitter le pouvoir. Donc, beaucoup de ce que vous voyez en ce moment dans la presse, vous l'avez vu ces dernières semaines, c'est que l'Ukraine aurait renversé la situation, que l'Ukraine serait en train de gagner. Puis Zelensky arrive et dit « On veut entamer des pourparlers de paix » et Poutine refuse. Donc ils essayent de donner l'impression que l'Ukraine a l'avantage, qu'elle est la partie la plus forte, qu'elle a l'appui de l'OTAN et que la Russie aurait dit non aux propositions de paix, qu'elle serait en train de perdre sur le champ de bataille, et ainsi de suite. Mais en réalité, la Russie n'est pas non plus dans une situation facile. C'est une situation très très compliquée avec l'Ukraine. Bien sûr, il y a des gens à bout politiquement à Moscou, mais ils sont capables d'encaisser pas mal de choses. Et moi, je pense que c'est plutôt sain de voir cette diversité de discours en Russie, parce que ça montre qu'il existe une société civile là-bas et qu'ils ont, dans une certaine mesure, une presse libre. Mais ça s'accompagne de beaucoup de problèmes, parce qu'ils ne se battent pas seulement contre l'Ukraine. Ils affrontent l'ensemble de l'OTAN et de l'Occident. Ils affrontent les États-Unis. C'est une guerre par procuration. Et ça, c'est extrêmement problématique pour la Russie, à tous les niveaux. Politique, économique et militaire. Ils subissent des pertes. Ce n'est pas bon, ce n'est pas agréable. Mais l'Ukraine aujourd'hui n'est plus qu'une coquille vide, une carcasse de pays. Je pense vraiment qu'il y a sans doute une fenêtre assez courte pour que l'Europe réussisse à présenter ça à sa population comme une menace crédible. Parce qu'en Europe, les dirigeants et les citoyens ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Les dirigeants sont très va-t-en-guerre, très agressifs, clairement favorables à l'escalade. Et les populations, j'étais en Europe ces 2 dernières semaines, n'ont absolument aucun intérêt à se battre, encore moins à se battre contre la Russie. C'est donc une toute autre histoire. Ils essayent vraiment de créer des incitations financières pour que les gens s'engagent ou pour recruter, mais la plupart des gens n'ont tout simplement aucune envie de participer à une grande guerre sur le front européen. Donc il y a forcément une certaine prise de conscience, même chez les faucons de guerre, même chez ceux qui adorent le complexe militaro-industriel. Ils comprennent bien qu'il y a une limite à ne pas dépasser dans la manière de pousser la Russie, parce que la Russie pourrait vraiment mettre sa menace à exécution et frapper en Europe. Et là, je me demande, est-ce qu'ils réfléchissent vraiment à ce que ça impliquerait? Ou bien, et c'est peut-être une meilleure question, est-ce qu'il y en a, même parmi les plus va-t-en-guerre, qui seraient prêts à accepter de recevoir quelques missiles russes sur quelques usines ou autres cibles en Occident, juste pour pouvoir dire, vous voyez, on vous l'avait dit, ils sont vraiment agressifs. Maintenant, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure.
Comment vous percevez cette dynamique? 100%. The core of the hawkish camp in Europe À and 100%. Britain especially, and other countries Le like cœur that, du camp des faucons, en Europe, they're surtout goading au Royaume-Uni et dans d'autres pays du même genre, exactly as pousse you said, la Russie à réagir. we're right all along. Parce que exactement comme tu l'as dit, Daniel, ils diront Arm up. « Ah, vous voyez, on avait raison depuis le début. Donnez-nous carte blanche pour nous réarmer et partons en guerre contre la Russie. » Donc oui, c'est absolument certain, c'est comme ça que ce serait présenté. Mais il y a autre chose. Je pense qu'il y a une réalité politique. Dans le débat public, ils avancent très vite pour mettre en place des protocoles de censure en Europe et pour restreindre la liberté d'expression. Et c'est très facile de relancer ça. Ah, ce sont des agents russes, c'est de la désinformation du Kremlin. That's Kremlin disinformation. You know, half the people who come on your show, especially those who travel. La moitié des gens qui viennent dans ton émission, surtout ceux qui vont au Forum économique de Saint-Pétersbourg pour parler dans des panels ou des trucs comme ça, ils relancent toujours le même discours, que tous ceux qui sont contre la guerre sont des agents russes, qui mettent l'Europe en danger, ou qu'ils représentent une menace pour la sécurité de l'Occident, une menace pour la sécurité nationale, et ainsi de suite. Alors, si ce système de contrôle du discours se referme complètement, au moment où la Russie enverra ce message très ferme et finira par riposter, il n'y aura pas grand-chose à faire. On pourrait avoir l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'opposition à l'idée d'aller vers une guerre majeure. Alors qu'en réalité, pour moi, c'est évident. Personne, dans la population en général, ne veut d'une escalade. Personne. Is interested in escalation. Nobody. Only people who work in the military, who benefit. Les seules personnes concernées, ce sont celles qui travaillent dans l'armée, qui en tirent des avantages, ou qui travaillent au gouvernement et sont payées par le lobby de la défense. C'est tout. Et les médias aussi, qui font partie de ce système. À chaque fois qu'il y a une guerre, tout le monde se tourne vers les grands médias, et c'est là qu'ils gagnent le plus d'argent. Donc eux aussi en font partie. Mais pour la population en général, pas du tout. Par contre, les Elon Musk, les Peter Thiel, les Palmer Luckey de ce monde, eux vendent cette idée d'une nouvelle forme de guerre dans le futur, où les humains n'auront plus besoin d'aller se battre. Tout sera fait par des systèmes autonomes, des robots, des drones, et ainsi de suite. Alors oui, en termes de coût humain, ce sera peut-être faible, mais il faudra énormément d'argent pour passer à cette nouvelle génération de guerre. Alors, est-ce que vous pensez qu'à un certain point, ils finissent par croire à leur propre propagande? Parce que pendant que je vous écoute, j'ai un peu l'impression que ces gens-là sont peut-être tellement arrogants que beaucoup d'entre eux ont une grande capacité intellectuelle. Elon Musk, par exemple. Et qu'ils se disent « on peut gérer ça. Même si la Russie lance quelques frappes, on saura s'en sortir. » Assez pour que la machine continue de tourner, mais pas au point de vraiment nous poser problème. Est-ce que vous pensez que certains d'entre eux se sont déjà demandé « et si on entrait en guerre et qu'on la perdait face à la Russie ?» Est-ce que cette idée leur traverse seulement l'esprit? Eh bien, je veux dire, il n'y a pas de gagnant dans un échange thermonucléaire. C'est assez évident. Ted Postol et d'autres personnes, je crois, vous en ont parlé aussi. D'accord, mais je me dis qu'ils pensent peut-être pouvoir le contenir, le maintenir dans un scénario non nucléaire. Tu crois que c'est ça, leur raisonnement, qui passe à côté de cet élément-là? Eh bien, l'autre idée qu'ils essaient de faire passer, c'est que la Russie bluffe tout le temps, qu'elle n'est pas prête à aller plus loin avec une mesure de dissuasion de ce genre. C'est un autre niveau d'illusion, encore plus dangereux d'ailleurs, de croire que la Russie ne mettra pas sa menace à exécution. On dit que c'est un tigre de papier, que ses armes nucléaires ne fonctionnent pas. On a déjà entendu tout ça d'ailleurs depuis 4 ans. Leur arsenal nucléaire vieillissant ne marcherait plus vraiment, il ne serait pas opérationnel, et ainsi de suite. C'est extrêmement dangereux. Mais ce qui risque de servir d'électrochoc,
c'est si la Russie met réellement sa menace à exécution et frappe des cibles en Europe. L'OTAN, à mon avis, ne va pas réagir automatiquement en déclenchant l'article 5, ce qu'ils appellent le fil déclencheur, le principe du « tous pour un pour tous ». Vous savez, Mark Rutte, qui court partout avec son costume bon marché, en parlant de « tous pour un pour tous », exactement comme Jens Stoltenberg l'a fait aussi. Mais au fond, ils n'iront jamais plus loin ni plus fort que ce que les États-Unis sont prêts à faire ou à soutenir. Sinon, ils vont tout simplement se ratatiner politiquement parce que les gens seront furieux. Ils diront « Mais comment on en est arrivé là? Pourquoi vous n'avez pas négocié la fin de ce conflit en Ukraine ?» Il va y avoir un énorme mouvement politique, un vrai débat autour de ça, et ça pourrait bien entraîner la chute de plusieurs gouvernements en Europe. Parce que justement, c'est exactement ce que l'OTAN est censé empêcher depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est complètement paradoxal que l'OTAN soit devenue une organisation incendiaire, qui cherche à accélérer une guerre au lieu de la stabiliser et de l'empêcher. Empêcher ça, oui. Et c'est justement l'une des perversions qu'on a vues depuis la fin de la guerre froide. On a gagné, tout ça, mais on n'a pas su s'arrêter là. Il a fallu qu'on commence à semer les graines de ce qui pourrait bien devenir notre propre destruction. J'espère que ça n'ira pas jusque-là, mais on avance clairement dans cette direction. Écoutez, je sais que je vous ai retenu un peu plus longtemps aujourd'hui. Merci vraiment pour toutes les analyses que vous nous avez apportées sur ces deux guerres. J'espère sincèrement que vos craintes ne se réaliseront pas. Mais merci d'avoir mis ces questions en lumière. Merci beaucoup, Daniel. Et on se retrouve dans environ 21 minutes. On va parler de quelqu'un au sein même du gouvernement américain qui avait vu venir tout ça dès le début. Alors, on sait qu'il y a des gens qui donnent les bonnes informations au président Trump en ce moment, notamment le secrétaire adjoint à la Défense, Mike Domino. Il était venu dans notre émission à l'époque où il travaillait pour Defense Priorities, et c'était aussi l'un de mes collègues ici en 2024. On avait parlé à ce moment-là de la possibilité d'une guerre avec l'Iran. Et dans cette émission, il avait évoqué beaucoup de scénarios possibles, des choses qu'il prévoyait. Et franchement, il avait vu juste sur pas mal de points. Ne ratez pas ça tout à l'heure, à 15h30. On se retrouve alors dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez qu'on n'a pas de sponsor, parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et partagez ça avec quelqu'un à qui ça pourrait plaire.